Faustin Archange Touadéra a désigné ce vendredi un nouveau gouvernement. Le président centrafricain accorde davantage de portefeuille aux groupes armés signataires de l'accord de Khartoum. L'élection au suffrage indirect de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 26 provinces de la RDC a été reportée du 31 mars au 10 avril. L'annonce a été faite ce vendredi par la Commission électorale nationale indépendante. Malgré le mauvais temps, les Algériens sont restés fortement mobilisés ce vendredi dans les rues du pays. Et ce, un mois jour pour jour après le début de la contestation réclamant le départ du président Bouteflika. Des éléments de Boko Haram ont attaqué la position de l'armée tchadienne aux environs d'1h du matin, tuant 23 militaires. Les assaillants sont venus du Niger pour attaquer cette position tchadienne située sur la rive nord-est du lac Tchad. Il s'agit là de l'une des attaques les plus meurtrières pour l'armée tchadienne depuis le début des attaques de Boko Haram. Les éléments de Boko Haram ont réussi à fuir, emportant avec eux du matériel militaire. L'armée tchadienne, au sein d'une force multinationale mixte qui rassemble des forces de la sous-région et des comités de vigilance, tente de repousser les djihadistes de Boko Haram qui ont débuté leur attaque au Tchad en 2015. Originaire du Nigeria, Boko Haram opère dans tous les pays de la zone du lac Tchad, Nigeria, Tchad, Cameroun, Niger, où il commet des attentats meurtriers, des attaques contre les forces de l'ordre et procède à des enlèvements de civils. L'attaque perpétrée par les éléments de Boko Haram dans la nuit de jeudi soir a coûté la vie à 8 personnes, dont une femme. Elle s'est déroulée dans le sud-est du Niger, dans la commune de Gueskero, près du Nigeria. 8 personnes, dont une femme, ont été tuées par Boko Haram dans la nuit de jeudi à vendredi à Karidi, dans la commune de Gueskero, a confié un élu de Difa. Ce dernier n'a pas précisé les circonstances de l'attaque qu'il a attribuée aux terroristes de Boko Haram. Selon une ONG locale, l'attaque a été menée aux environs de 20h30 GMT et a également occasionné plusieurs blessés. Elle coïncide avec l'arrivée jeudi à Difa de Mohamed Mdou, le nouveau gouverneur de la région nommé le 8 mars en remplacement de Mahamadou Bakabe en poste depuis avril 2018. Les raids de Boko Haram deviennent de plus en plus fréquents dans la région de Difa, riveraine du bassin du lac Tchad, un repère des islamistes nigérians à cheval entre le Niger, le Nigeria et le Tchad. Le 9 mars dernier, ce sont 7 membres des forces armées nigériennes qui avaient péri dans une attaque de ce groupe près de Gueskero. Avant cela, 7 soldats avaient été tués le 16 février après l'attaque de leur position par Boko Haram à Chetimawangu, un village très proche de la frontière nigériane. Quatre nouveaux représentants de groupes armés figurent ainsi dans le nouveau gouvernement, arrêté vendredi par décret présidentiel, dont Abdoulaye Miskir du Front démocratique du peuple centrafricain, implanté dans le nord-ouest du pays, qui devient ministre de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public. Le FDPC était le premier groupe armé à s'être retiré du gouvernement annoncé début mars à l'issue de l'accord de paix. Il avait ensuite bloqué plusieurs jours la route stratégique qui relie Bangui au Cameroun. 2 des autres ministres appartiennent au mouvement patriotique pour la Centrafrique et à l'unité pour la paix en Centrafrique, 2 groupes issus de l'ex-coalition à majorité musulmane de la Séléka qui a pris Bangui en 2013 et qui disposait déjà d'une représentation dans le précédent gouvernement. Le 4e ministre est issu des rangs du mouvement de libérateurs centrafricains pour la justice, un petit groupe implanté dans le nord. La grande majorité de l'équipe gouvernementale annoncée début mars, constituée de fidèles du président Touadéra, reste toutefois en place, notamment les ministres placés à la tête des portefeuilles régaliens. Plus de la moitié des groupes armés qui s'étaient sentis exclus de la première version du gouvernement l'avaient désavoué, tout en ouvrant la porte à des négociations en affirmant ne pas se désolidariser de l'accord censé ramener la stabilité dans ce pays en guerre depuis 2013.
L'Union africaine avait alors convoqué à son siège à Addis Abeba une réunion au terme de laquelle les signataires de l'accord de paix se sont entendus sur un nouveau gouvernement inclusif, avait annoncé mercredi l'Union africaine. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, avait sollicité un report sine-die de ce scrutin après l'élection des sénateurs vendredi dernier, entaché par des accusations de corruption. Le nouveau président congolais avait aussi demandé un report de la prise de fonction des sénateurs élus, accusés d'avoir acheté les voix de leurs grands électeurs, les députés provinciaux dans les 26 provinces. Le président de la République a aussi demandé au parquet de mener des enquêtes pour débusquer les élus trempés dans la corruption, les sénateurs et députés provinciaux, les corrupteurs et les corrompus. Dans les attendus de sa décision, la CENI ne mentionne pas la réunion interinstitutionnelle à l'issue de laquelle le président Tshisekedi avait fait ses annonces par la voix d'un ministre lundi. Elle mentionne juste la nécessité de réaménager le calendrier de l'élection des gouverneurs après consultation de toutes les parties prenantes. Les nouveaux gouverneurs seront investis entre le 26 avril et le 2 mai, après proclamation des résultats le 11 avril et le traitement des contentieux. Le candidat de l'opposition, Félix Tshisekedi, a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier, mais son prédécesseur Joseph Kabila conserve une large majorité à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les assemblées provinciales. Les proches de Kabila devraient donc emporter la majorité des 26 sièges de gouverneurs. Liés par un accord politique avec Kabila, Tshisekedi n'a toujours pas nommé de Premier ministre. Selon la presse congolaise, son prédécesseur lui aurait cependant transmis un nom. Après les sanctions diplomatiques, les sanctions financières. Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante en RDC, ne pourra plus disposer librement de ses avoirs. Il en est de même pour le vice-président de la CENI, Norbert Bassangezi, et pour son fils, Marcelin Bassangezi, conseiller de Corneille Nangaa. Tous les trois sont accusés de corruption et d'entrave au processus électoral par Washington, qui a décidé de geler leurs avoirs. Cette sanction s'ajoute à l'interdiction de séjour aux États-Unis décrétée il y a un mois contre ces trois personnalités. Selon Washington, les responsables de la CENI ont gonflé de 100 millions de dollars les coûts du contrat de la machine à voter. Ils auraient aussi détourné des fonds destinés à financer les opérations électorales. Une partie de l'argent aurait servi pour l'enrichissement personnel des concernés, une autre partie pour des pots de vin, notamment versés à des juges de la Cour constitutionnelle pour qu'ils valident le report des élections. Le reste de l'argent aurait financé la campagne électorale d'Emmanuel Ramazani, le candidat présenté par l'ex-président Joseph Kabila. Corneille Nangaa et ses collaborateurs sont accusés également d'avoir pris des mesures pour ralentir l'inscription des électeurs, facilitant ainsi le retard des élections. Toute chose qui, selon le Trésor américain, n'a pas réussi à garantir la volonté du peuple congolais lors de l'élection du 30 décembre dernier. En l'absence de chiffres officiels, le nombre des manifestants vendredi est difficile à établir. Des sources sécuritaires ont fait état de centaines de milliers de personnes dans les rues du centre d'Alger, précisant que des manifestations ont été recensées dans 42 des 48 préfectures de ce pays pétrolier de 40 millions d'habitants. Mais le président de 82 ans, affaibli par les séquelles d'un AVC qui, depuis 2013, l'empêche de s'adresser de vive voix aux Algériens et rend rares ses apparitions publiques, refuse de céder le pouvoir. Nous, on voudrait qu'ils partent et qu'ils laissent les personnes qui veulent constituer un gouvernement de transition le faire. Après ça, nous voterons pour la Constitution et ensuite, nous élirons notre président grâce à nos voix, pas comme avant par la fraude. Je tiens à dire qu'on va continuer. C'est la continuité de ces marches jusqu'à ce que tout le monde entende la voix du peuple. Pas seulement les gens qui gèrent ce pays, même les puissances étrangères qui essayent
de soutenir ce pouvoir qui n'a aucune légitimité. J'espère. La mobilisation à Alger était au moins similaire à celle des 2 vendredis précédents, jugée exceptionnelle par les médias et analystes. À Oran, deuxième ville du pays, il y a eu beaucoup de monde dans les rues, a indiqué un journaliste algérien sur place. Mobilisation impressionnante aussi à Annaba, Batna, Tizi Ouzou ou encore Bédiaya. Dans l'après-midi à Alger, la police a fait plusieurs fois usage d'un canon à eau et de gaz lacrymogène pour repousser des manifestants tentant de briser un cordon pour accéder à un axe menant à la présidence de la République. Aucun autre incident n'a été signalé à Alger ou en Provence où les manifestations ont également pris fin. Une semaine après le passage du cyclone Ida en Afrique australe et les intempéries qui ont suivi, la désolation règne encore dans la région. Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre et les bilans ne cessent de s'alourdir. Au Mozambique, pays le plus durement frappé, on parle désormais de 242 décès enregistrés. Du côté du Zimbabwe, où un deuil national de 2 jours a été décrété jeudi soir, 139 personnes ont perdu la vie dans le pays, mais il reste encore au moins 189 disparus, dont 30 enfants, et les Nations Unies estiment désormais le nombre de sinistrés à 200 000. Autre pays touché, le Malawi, où le gouvernement a recensé 56 décès. Un chiffre qui pourrait s'alourdir car le barrage de Chagua, dans le sud, menace de céder si les pluies et les vents venaient à se poursuivre. Pour répondre à l'urgence humanitaire, les Nations Unies ont débloqué 200 millions d'euros de leur fonds d'urgence. L'ONU devrait par ailleurs lancer un appel de fonds dans les prochains jours. Selon les témoins, l'accident a été provoqué par l'un des chauffeurs qui s'est endormi au volant. Certains des survivants nous disent que le chauffeur avait tellement sommeil à ce moment de la nuit qu'on lui avait demandé de se garer, mais il a refusé, à déclarer le chef des pompiers. Nous pensons qu'il a une part de responsabilité dans l'accident, qu'il a ajouté. Une survivante, Rose Annan, a raconté avoir échappé à la mort. Ce dernier accident a suscité de nouveaux appels aux autorités pour qu'elles s'impliquent davantage pour appliquer les règles de la circulation pour réduire le nombre de victimes des accidents de la route. Les accidents de la route en effet sont fréquents sur les axes routiers du Ghana en raison du mauvais entretien des réseaux, du non-respect du code de la route et de l'état défectueux de nombreux véhicules. En moyenne, 6 personnes meurent chaque jour dans des accidents de la circulation dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, selon la police de la route ghanéenne. En février 2016, 70 personnes avaient été tuées et 13 blessées dans la collision de 2 bus dans cette même ville de Kintampo. En juillet 2017, l'autocar transportant des joueurs d'un des principaux clubs de football du pays, la Santé Kotoko, avait abouti à un camion à l'arrêt.